écoutez L'entrée des coulisses, le podcast produit par l'association La Danse des mots. Vous allez découvrir ce qui ne se voit pas sur scène et découvrir des artistes talentueux de tout horizon. Médiatrice culturelle, je pose un regard personnel sur ce monde artistique et passe la parole à ceux qui le font vivre. Je suis Isabelle S et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3. Je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver, de chatouiller vos oreilles et d'ouvrir avec vous 3 nouvelles portes de coulisses, les 3 premières de l'année 2023. Mais au fait, il est de coutume de se souhaiter la bonne année jusqu'à la fin janvier. Alors, dans ce cas, oui, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Allez, qu'est-ce qui nous attend au programme du premier épisode de l'année ? Derrière la première porte des coulisses, nous attend Caroline Mattei, comédienne et conteuse. Caroline a répondu à notre appel à participation en décembre dernier. En effet, nous avons invité des artistes à venir présenter leur création 2023. Caroline a donc répondu à cet appel et elle nous emmène dans des contrées lointaines, celles des contes inuits. Je dois vous dire aussi que Caroline et moi, on se connaît un peu et à ce sujet, vous entendrez une petite anecdote. Derrière la deuxième porte des coulisses, vous allez rencontrer Salomé. Alors son seul prénom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Match with Art, peut-être que ça vous parle plus. Salomé est la créatrice du très joli compte Instagram Match with Art qui mixe art contemporain et mode avec des photos surprenantes. C'est une grande chance de l'avoir dans notre podcast et vous allez l'entendre, elle en a des choses à raconter. Et derrière la troisième et dernière porte de ces coulisses, Marion Lorgnay de Théâtre en 1001 lieux nous attend. En ce début d'année, Marion évoque les relations de Léonard de Vinci avec le monde du spectacle et c'est passionnant. Et en fin de podcast, je vous attends pour l'annonce d'un bonus surprise. Oui, et là il faut y aller parce que mon chat Soun commence à me rôder dans les pattes. Qu'est-ce qu'il y a, Soun ? Je fais mon podcast là. Bonjour, je suis Caroline Mattei, je suis conteuse et je vais vous présenter un projet que je mène avec un musicien qui s'appelle Christophe Nedelec, qui est joueur de gong et de bol chantant. Alors Caroline, bienvenue dans le podcast L'entrée des coulisses. Alors, merci beaucoup. On va quand même dévoiler un petit truc entre nous, pour les auditeurs, auditrices, c'est qu'on se connaît quand même un petit peu déjà. Oui. Oui. On a un peu travaillé ensemble déjà. Et même, un peu beaucoup. Et même, si tu t'en souviens, on a même interprété des commères dans un jardin. Oui, comment oublier. C'était pour un Cluedo géant et on avait les rôles des 2 commères. On était posés dans un jardin, on attendait les participants du jeu, qui venaient pas vraiment en fait, et on a passé presque 2-3 heures à fumer des clopes et à boire du thé. C'est ça, il faisait très beau, on avait des chapeaux. Oui, et des blouses de mémé. On était très belles. Donc du coup, ça me fait très plaisir de te recevoir dans ce podcast. Rappelle-nous donc le titre de ton spectacle. Ce spectacle s'appelle Entre les mondes, l'appel des profondeurs. On est vraiment en période d'élaboration, on est en pleine répétition. Donc les choses peuvent encore un peu évoluer, mais c'est en tout cas avec ce titre-là qu'on chemine pour l'instant. D'accord. C'est un titre qui est qui a un côté très mystérieux en même temps. Est-ce que tu peux nous révéler quand même si c'est encore en work in progress, on va dire, est-ce que tu peux nous révéler un peu de quoi parle ce conte ? Ce Bien spectacle, sûr. pardon. En fait, ce sont 3 histoires inspirées de la mythologie inuite. Les 2 premières histoires sont vraiment, je suis allée chercher dans la mythologie des récits, et
qui m'ont vraiment éveillé plus qu'un intérêt, qui m'ont moi-même beaucoup interpellée et qui ont le point commun de raconter, de mettre en lumière des personnages qui naviguent entre les mondes, puisque les mythologies inuites sont des mythologies animistes, oui, où le chamanisme existe. Et donc ce personnage du chaman, ou en tout cas du personnage qui peut naviguer entre le pays des vivants, le pays des morts, mais aussi entre le monde des humains, le monde des animaux, c'est vraiment la teneur de ce projet, de mettre la lumière sur ces personnages-là et sur ces voyages-là. D'accord. Et la troisième histoire, voilà, le voyage d'un chaman qui serait aujourd'hui, comment dire, celui qui va parler au nom du peuple inuit, au nom de ce peuple autochtone, et qui va aller chercher la déesse Sedna, qui est la déesse des océans dans cette mythologie, qui s'insurge contre le sort fait à la terre et qui émet sa colère, et ce chaman va aller apaiser la colère de Sedna, de la déesse, par ce voyage, et va revenir dans le monde des humains pour transmettre son message à lui aujourd'hui. Voilà, on part d'une situation plus mythologique et on arrive vers un propos un peu plus actuel. D'accord, voilà. Ok, donc on plonge dans la mythologie inuite, mais il y a des grandes résonances avec les questionnements actuels, dans ce que j'entends. Hein, c'est ce qu'on a, c'est vers là qu'on amène l'auditeur, le spectateur. Pourquoi la mythologie inuite? C'est parce que ce sont des contes qui t'intéressent particulièrement? Comment tu es tombée sur ces histoires? En fait, depuis que je me suis reconnectée avec les histoires, puisque comme tu l'as évoqué, j'ai eu une autre vie de bibliothécaire, mais qui m'a laissé aussi en contact avec les histoires. Mais là, je me replonge plus dans une pratique de conteuse. Et je suis allée de façon très intuitive, très personnelle vers ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones, les peuples premiers, donc toutes ces mythologies de peuples qui aujourd'hui continuent à exister avec beaucoup de difficultés, mais qui portent une cosmogonie très forte. Donc j'ai commencé à raconter des histoires d'un peuple qui s'appelle les Mapuches, qui sont des Indiens du Chili et d'Argentine. Je me suis intéressée à cette cosmogonie, j'ai raconté. Et puis, au fur et à mesure, quand on s'intéresse, je m'intéresse aussi au point de vue anthropologique de ces peuples. Et je me suis bien sûr rendu compte que la marche des humains depuis l'Asie jusqu'en Alaska, passer le détroit de Bering et descendre les Amériques pour descendre jusqu'au sud des Amériques, finalement, ça faisait un lien. Et qu'on trouve dans ces mythologies-là des motifs qui reviennent, et le motif chamanique et animiste peut revenir et m'a beaucoup parlé, a beaucoup résonné en moi. C'est un tout petit peu inexplicable au sens où pourquoi ça vibre plus, même s'il y a tout le propos derrière. Voilà, j'ai aussi cette appétence pour les histoires qui vont vers l'invisible, on peut le dire comme ça. Ok. Comment tu travailles? Comment tu passes du texte écrit au conte oral? Comment tu passes de l'écrit à l'oralité? C'est vraiment toute la matière du travail qui est différent d'une approche purement théâtrale que j'ai pu avoir par le passé aussi. Mais du coup, c'est une appropriation personnelle d'une parole. D'accord. Donc, je travaille avec des images beaucoup plus que quand j'étais comédienne. Je me laisse imprégner par les images et je m'imprègne aussi de l'histoire et des images de l'histoire et je les retransmets avec mes mots. D'accord. Et au fur et à mesure des répétitions, je sens qu'il y a des mots sur lesquels je m'appuie, qui sont comme des repères. Et puis des parties où je peux un peu plus improviser, me laisser aller. Et ça, c'est très agréable dans cet exercice-là. Et là, dans le projet,
Il y a bien sûr tout le travail avec le musicien. Oui. Qui met en lumière, puisque c'est un travail que j'ai fait tout au fil des années, de travailler entre le texte et la musique avec différents musiciens ou musiciennes. Et là, il y a une forte matière sonore avec des gongs et des bols chantants. Oui. Donc il y a toute une place faite à l'évocation que peut soutenir cette musique qui est très puissante, très vibratoire, et qui peut faire résonner certains mots. Voilà, tout ça, ça a été la deuxième étape, une fois que je me suis un peu approprié les images et les histoires. Oui. Il y a tout ce travail dans lequel on est avec Christophe actuellement, de composer, ensemble. Alors, qui est donc ce fameux musicien? Christophe, tu dis. Mais qui est-il? Oui. Comment l'as-tu rencontré? Alors, Christophe Nedelec, il est musicien, il a plein de casquettes. C'est un homme qui sait faire beaucoup de choses, notamment de l'apiculture, beaucoup de choses. Et il a eu aussi un label de musique. Enfin, il a eu plusieurs vies aussi. Ouais. Et depuis plusieurs années, il s'est passionné pour les gongs, les bols chantants. D'accord. Et il propose des séances qu'il appelle de voyages vibratoires et sonores. Ok. Ou dans son lieu, ou dans différents lieux, dont je pourrais parler aussi tout à l'heure, puisque c'est là où on proposera notre spectacle. Il invite les personnes à un voyage, s'installer confortablement, et il les fait partir avec les sons qu'il propose, donc qui sont des bols chantants, des carillons et des gongs. Et il propose une progression sonore, qui est à vivre un peu comme une expérience sensorielle aussi, parce que c'est très vibratoire. Oui, carrément, oui. D'accord. Et donc depuis plusieurs années, il propose ces voyages-là. Il est très 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 passionné et très passionnant dans sa façon aussi d'en parler et de le transmettre. Ok. Donc tous les deux, vous répétez ensemble, évidemment. C'était pas le sens de ma question. C'était est-ce que du coup l'improvisation a une part dans votre travail de création? Parce que dans ce que j'entends, j'ai l'impression que quand même c'est très sensitif, il a l'air de s'adapter un peu aux ambiances, aux couleurs, et peut-être que c'est ce qu'il fait au fil de tes textes. Complètement. D'ailleurs, là, dans l'aspect coulisses, on est en train vraiment de travailler sur la troisième histoire, qui est plus une création, même si le thème du chaman qui va retrouver la déesse fait partie de la mythologie inuite, mais là, comme on l'actualise, on lui met une perspective contemporaine. Il y a une grande part justement il est très réceptif aux mots et à ma façon de raconter, et il est très très en réaction et en écoute, en composition par rapport aux propositions de mots, de récits. Donc il y a une grande part, et d'ailleurs on s'attache à se dire que il y aura presque, bien sûr, il y a un fil conducteur et il y a des moments phares, il y a une progression toujours dans le récit et dans sa musique aussi. Mais on s'attache à se dire que il faut se laisser cette part d'improvisation en fonction de ce qui se passe. Et aussi au moment où il y aura un auditoire, ça va aussi changer la donne. Bien sûr. Et donner une autre dimension, quoi. Donc ça, c'est très très important, cet aspect-là. Complètement. Du coup, tu parles d'auditoire. Le spectacle s'adresse plus à quel type de public? À des ados adultes, on va dire. D'accord. Vraiment, parce que souvent quand on parle de contes, on pense aux histoires qu'on nous racontait enfant, et c'est complètement normal. Oui. Ça nous fonde aussi. Après, là, on s'orientait vers une mythologie et des récits qui parlent vraiment de mort, aussi de ce que ça a, la présence de la mort dans la vie, la présence de sentiments très forts. Le chamanisme, c'est quelque chose d'assez puissant, et non pas que les enfants peuvent pas comprendre, c'est pas la question, mais je pense que c'est beaucoup plus, on sera plus réceptif avec une expérience de vie, avec déjà pour entrer en résonance avec ces récits, il faut avoir un petit background déjà, quoi. Oui.
Oui. Donc voilà, c'est un idée de s'adresser aux ados adultes. D'accord. Et au niveau de la scénographie, est-ce que c'est déjà en cours de réflexion? Est-ce que vous avez déjà des pistes? À quoi visuellement ça peut ressembler? Eh bien, il faut s'imaginer une douzaine de gongs. Un gong, il faut savoir qu'il fait à peu près, il fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre, ou pas tout à fait, 80 cm sur 80 cm. C'est grand. Christophe les installe sur des portiques. D'accord. Donc ça fait un mur de gongs, une table haute sur laquelle il a posé ses bols. Et donc lui, il navigue entre les bols et les gongs. Et moi, je suis à ses côtés. Pour l'instant, c'est assez sensitif. Il y a pas une mise en scène très déterminée. Hein. Okay. On est dans l'échange pour l'instant. Et c'est pour ça aussi qu'on va ponctuer notre travail d'une répétition publique pour aussi avoir les retours du public par rapport à cette donne-là. Je pense que ce qui sera intéressant dans un deuxième temps, ce sera de travailler aussi sur des lumières. Oui. Parce que ça, c'est très beau, les gongs mis en lumière, et puis une atmosphère un petit peu tamisée pour être dans une réception un peu intime. Donc ça c'est de l'ordre du projet, mais ça s'élaborera en fonction des lieux où on jouera. Oui. Alors justement, les lieux où vous allez jouer, est-ce qu'il y a déjà des pistes? Disons que j'ai la chance d'avoir à proximité de là où je vis une yourte associative. Ouais. En Seine-et-Marne, dans le petit hameau de Cossigny, il y a une yourte qui accueille nombre d'activités, qu'elles soient du yoga, du qigong, des pilates, des activités régulières et des événements plus ponctuels, comme des concerts ou des spectacles. Donc là, Christophe a pu pratiquer ses bains de gong dans la yourte. Oui. Donc ça a beaucoup de succès. Les gens sont très très contents de participer à ces événements-là. Et donc on s'est dit que tout naturellement, c'était là qu'on allait le proposer en premier. Donc le 22 janvier. Le jour là où on est diffusé en fait. Hein. Voilà. Ok. Aura lieu notre première répétition ouverte, mais plutôt une avant-première qu'une répétition, parce que notre spectacle est quasiment bouclé. À quelle heure est cette répétition aujourd'hui, ce 22 janvier? 15h. À 15h. Ah il a encore temps. Enfin, pour ceux qui ont découvert l'épisode à 10h, puisque c'est l'heure de la diffusion, voilà, si vous êtes dans les temps, précipitez-vous, il est encore temps. Voilà. Et sinon, pour prendre plus de temps, on reviendra jouer en mars. Oui. Il y aura 2 représentations de prévues. Le vendredi 10 à 16h, qui s'adressera en grande partie à des professionnels du spectacle. Oui. Et le 11, qui sera le samedi 11 à 20h30 en soirée pour tout public. Très bien. Ok. Ouais. Évidemment, on mettra toutes les infos dans la barre de description de l'épisode. Et puis aussi, on fera un peu de promo on relaiera toutes ces informations sur nos réseaux sociaux. Voilà, quand ce sera le moment de le faire. Ok. Super. C'est un beau projet, un beau spectacle en perspective, tout ça. Oui. C'est une. Là, tu me parlais de la rencontre au début. C'est vrai que c'est très important, évidemment, quand on rencontre des artistes avec lesquels il y a une connivence forte. Et c'est ce qui se passe avec Christophe. Un vrai enthousiasme qui nous amène à créer au fur et à mesure et à avancer ensemble sur ce projet qui va nous amener, on ne sait pas où encore, mais en tout cas, on espère emmener les gens, ça c'est sûr. Je l'espère vraiment. Rappelle-nous le titre du spectacle. Entre les mondes, l'appel des profondeurs. Très bien. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Et donc, à très vite. À très vite. Comme toujours, je place en barre d'information de cet épisode tous les liens pour aller voir le spectacle de Caroline Mattei
entre les mondes. Évidemment, peut-être que pour aujourd'hui, ça fait un peu court, mais d'autres dates sont déjà en préparation. Salomé est une jeune femme pétillante, généreuse en explications, au débit de parole assez rapide et qui apprivoise les réseaux sociaux en musclant sa sensibilité, sa confiance en elle, et elle se lance dans son projet Match with Art avec passion. Je vous invite tout de suite à entrer dans les coulisses de Match with Art. Que moi aussi, mon voisin du dessus commence à faire des siennes, parce que j'ai eu un déménagement juste au-dessus, et là, je sens que ça tape. Alors, croisons les doigts pour ça tape pas, qu'ils sortent pas la perceuse, quoi. C'est juste... Oui, moi aussi, ils l'ont sorti tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs, je me dis comment je vais réussir à réduire. Ça n'arrive jamais, mais ça arrive toujours au mauvais moment. Eh ben voilà, pareil. Bon, nous voilà bien. Salomé, donc sur votre compte Instagram Match with Art, que je suis déjà depuis au moins 1 an. Je suis hyper fan. J'en ai parlé à pas mal de gens qui ne le connaissaient pas et qui l'ont découvert vraiment avec curiosité et amusement aussi parfois. Il y a eu déjà beaucoup d'articles, beaucoup de mini-reportages, parce que quand j'ai préparé notre interview, j'ai fait évidemment pas mal de recherches, comme je fais d'habitude, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà pas mal de matière. Est-ce que vous êtes étonné, en fait, par ce succès ? Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est toujours quand on lance quelque chose, on ne sait pas si ça va, les retombées qu'il va y avoir. À la base, c'était vraiment Match with Art, c'était plus une activité du week-end finalement. C'était même pas supposé un jour être comme cette année mon activité professionnelle principale. C'était vraiment plus du temps de plaisir que je prenais avec mon compagnon qui travaille sur le projet avec moi, qui est le photographe, qui est derrière toutes les photos, parce que c'est vrai que Match with Art, c'est aussi, de toute façon, mais c'est un travail assez conséquent, on l'imagine pas forcément. Et voilà, c'était plus une manière assez sympathique d'aller en exposition, puis de me dire, je vais les faire découvrir. Et au fur et à mesure, ça a pris un petit peu d'ampleur, petit à petit, jusqu'à arriver effectivement au compte que c'est maintenant. En tant que vraiment créatrice de contenu culturel qui travaille, avec des institutions. Donc c'est vrai que je m'y attendais pas. Maintenant, j'y mets beaucoup plus de moyens qu'avant. Je suis beaucoup plus, je fais beaucoup plus attention sur les photos, sur la qualité des textes. Donc je suis moins surprise que maintenant ça fonctionne. Comparé au début où vraiment je postais même pas toutes les semaines, c'était très aléatoire et je ne savais pas du tout ce que ça pouvait devenir. Oui. Donc surprise au départ et maintenant c'est vrai que vu l'investissement, moins. Je me dis que ça plaît, les gens en parlent autour d'eux, mais ça reste toujours quand je vois un article sortir ou qu'on me demande, même comme là un podcast, c'est vrai que c'est toujours un peu de me dire il y a 2 ans c'était juste quelque chose du week-end, de me dire d'avoir réussi à concevoir quelque chose et que les gens apprécient, oui, ça reste toujours un peu une surprise parfois quand même. Oui, c'est vrai que ça doit être assez surprenant, mais un grand plaisir aussi, ça doit être très valorisant quand même. Oui, non, c'est sûr, c'est valorisant. On est une minorité de créateurs de contenu dans le milieu de l'art. Je sais pas si vous avez pu voir ça dans vos recherches, mais on n'est pas beaucoup et on n'a pas on n'a pas la communauté qu'ont d'autres comptes qu'on dit créateurs de contenu / influenceurs lifestyle ou quoi que ce soit. On est vraiment, nous on peine à grappiller des abonnés, mais en même temps on n'est pas forcément là pour être suivi par 100 000 personnes. On préfère comme moi 20 000 abonnés qui savent pourquoi ils sont là, qui font attention à nos publications, qui attendent nos publications, et qui est une vraie interaction aussi avec les gens, que ce soit en commentaire ou en message privé d'encouragement. C'est vrai, c'est des petites communautés, mais des communautés qui sont très actives et très présentes. Alors, effectivement, on a envie de vous poser une question à laquelle vous avez déjà répondu plein de fois, mais quand même, là, pour ce podcast, on a besoin de savoir comment vous est venue cette idée de rapprocher comme ça les œuvres d'art contemporain et la mode ? Alors, à la base, parce que je suis plutôt issue du milieu de la mode, en fait. J'ai fait des études de marketing du luxe. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises liées au luxe et c'est pas des atmosphères, ça me faisait pas vibrer. Mais par contre, aller dans un musée, aller dans les galeries, ça me plaisait. Et au fur et à mesure, je me suis surtout rendu compte, en fait, peu de personnes, les musées plus, mais les galeries ou les maisons de vente, je me suis aperçue qu'en fait, ma génération et même d'autres personnes n'osent pas rentrer, ont une espèce de distance, peur
probablement qu'on leur saute dessus et qu'on essaie de leur faire acheter, peur de se dire mais si j'achète pas, pourquoi j'entrerais, un peu comme rentrer finalement dans une boutique de luxe, hein. On se dit mais pourquoi, alors qu'on n'a aucun problème à rentrer dans un magasin de grande surface ou un magasin multimarque, même si on n'achète rien, il n'y a pas de complexe, et ça devrait être la même approche envers l'art. Et je me suis dit que j'avais envie de monter quelque chose, mais voilà, fallait trouver un concept visuel qui changeait. Il y avait des études comme quoi le fait de mettre quelqu'un devant une œuvre d'art, ça personnifie l'œuvre. On casse une barrière, c'est moins le tableau sur le mur blanc, on est moins, quand on voit effectivement la présentation de certains tableaux comme la Joconde, il y a vraiment plus rien d'accessible. Et là, voilà, le fait d'avoir quelqu'un devant l'œuvre, on enlève ces barrières. Et effectivement, j'étais aussi toujours très attachée à l'univers de la mode. Pour moi, la mode, c'est aussi un moyen de s'exprimer comme un artiste le fait sur la toile. Et un jour, par hasard, en fait, inconsciemment, ma chose d'art était là. Je m'habillais toujours dans les tons d'une expo, si j'y allais, mais sans chercher, évidemment, la symbiose parfaite. On m'a demandé si on pouvait me prendre en photo de dos, et je me suis dit, ah bah ça y est, peut-être que je tiens quelque chose. Et c'est vraiment, je pense que l'idée était déjà là, et il fallait peut-être que quelqu'un d'autre s'intéresse à cette idée, autre que moi, et pour que je me lance. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans votre démarche, c'est que au-delà du fait que ce soit des photos qui sont surprenantes, que moi parfois je trouve amusantes justement à cause de cette surprise que ça apporte, j'en trouve certaines aussi parfois vraiment très belles, très artistiques, parce on sent quand même qu'il y a un vrai travail. Mais au-delà de ça, ces photos ont aussi un autre but. Ce ne sont pas que de simples photos qui matchent avec l'œuvre, parce que vous écrivez aussi des légendes qui sont assez fournies pour parler de l'œuvre, pour parler de son créateur. Et du coup, moi, je trouve que ce qui pourrait être anecdotique et peut-être juste futilement amusant, pardon pour l'expression, du coup, ça devient vraiment un vrai moyen de titiller notre curiosité. Mais pour ça, il faut lire les légendes. Hein. C'est vrai que je me dis que tout le monde prend pas le temps de le faire, mais je sais que c'est rare, je ne sais pas finalement le pourcentage de gens qui lisent les légendes me disent effectivement que c'est employer des mots plus simples que ce qu'on peut lire sur des cartels d'exposition ou en galerie. C'est vraiment raconter une anecdote, c'est aller chercher l'information qu'une personne ne pourrait pas trouver, même en allant lire la bio de l'artiste ou sur le site qui parle de l'artiste. Le but est vraiment là de décortiquer, de donner des petites infos, des clés en main, parfois, pour comprendre une exposition ou une œuvre devant laquelle on peut être hermétique. Et ça, j'aime bien quand des gens me disent, je suis allée voir l'expo, je suis sortie, je n'ai pas trop compris le pourquoi, la démarche de l'artiste, et après avoir lu ma légende, qui me disent, je suis retournée la voir, du coup, et avec vos explications, je le vois différemment. Le but n'est pas d'aimer, hein, c'est aussi ça que j'explique avec Match d'art. Je prends une certaine distance dans le choix des œuvres. Hein. Toutes les œuvres que j'ai pu matcher ne me plaisent pas forcément, ne me font pas forcément ressentir des émotions. Mais encore une fois, voilà, libre arbitre à chacun. Qu'ils aiment pas l'œuvre, ou voilà, que ça leur parle pas, qu'ils soient plus sensibles à... Voilà, le but est de montrer tout ce qui peut se faire surtout effectivement, vous l'avez dit, et je l'ai pas précisé, l'art contemporain, puisque je trouve aussi que voilà, la France a été effectivement une place artistique très forte, et maintenant on a tellement mis en avant nos anciens artistes qu'on oublie de mettre en avant les contemporains qui n'ont pas autant de place. Enfin, voilà, l'histoire de l'art continue à s'écrire, et il faut que ces livres d'histoire de l'art se remplissent d'autres noms que Picasso, Chagall, Warhol, Liechtenstein, Basquiat, etc. Nos artistes contemporains n'ont rien à envier. Il serait bien de casser ce dogme où un artiste n'est pas forcément reconnu à sa mort. Il a le droit d'être reconnu de son vivant. C'est pas interdit. C'est quand même mieux. Et c'est vrai que c'est aussi là, c'est de montrer que je pense que les gens, quand on dit contemporain, ils s'imaginent tout de suite des choses un petit peu, en effet, qui sont parfois dures à comprendre. Même moi, qui suis dans ce milieu, devant de la vidéo, devant des installations, devant des performances, ou devant, parfois, effectivement, si j'ai pas l'explication, et même avec l'explication, je suis moins sensible qu'à la peinture. Je le suis, je le sais, beaucoup. La peinture reste mon médium de prédilection. Et dans l'imaginaire collectif, je pense que les gens, pour eux, l'art contemporain, c'est des trucs, qui sont complètement en dehors de leur sphère. Et mon compte est aussi là pour montrer, mais non, en fait, on parle des choses qui sortent de l'ordinaire, mais les peintres actuels ont des techniques tout à fait admirables qui n'ont rien à envier aux anciens. Et c'est aussi le propos, c'est montrer la création actuelle et pas uniquement la création passée. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, pour le grand public, on va dire, l'art contemporain peut paraître complètement opaque,
incompréhensible et du coup ça peut rebuter beaucoup. Alors qu'il y a des très belles choses, il y a des choses très très accessibles, j'allais dire, c'est pas toujours complètement conceptuel, complètement alambiqué comme ça. Et du coup, c'est vrai que ce genre de compte Instagram comme le vôtre permet déjà d'appeler par l'image, ça surprend. Et puis du coup, on lit quand même ce qui se passe en dessous l'image. Et c'est vrai que là, on apprend des choses. Et moi, je me suis surprise déjà, moi, mais comme certainement d'autres personnes, en tout cas, je l'espère, à aller chercher d'autres infos, à aller voir ce que l'artiste avait fait, etc. Donc en ça, bravo. C'est très intelligent, du coup. Mais non, c'est vrai que voilà, le but est effectivement aussi d'éduquer. Donc même si on est très réduit par les légendes d'Instagram, voilà, je dis, soit les gens ont bien aimé, ça les a amusés, soit effectivement ils vont pousser la démarche et c'est aussi le but, c'est de me dire les gens peut-être ensuite sont allés faire leur cheminement, sont soit allés voir l'expo, ont peut-être découvert et ont été sensibles, mais effectivement il faut d'abord attirer visuellement et pousser à la lecture. On reste des gens qui on n'a pas forcément le temps de lire tout ce qu'on peut trouver, les articles qui arrivent, toutes les newsletters qui arrivent dans nos mails. Donc voilà, on attire par la photo et c'est vrai que généralement ensuite si ça nous plaît, on a envie d'en savoir plus. C'est ça, de faire la démarche. Et ça prend pas très longtemps de lire un texte de post Instagram. C'est pas chronophage dans une journée techniquement. Ça reste raisonnable. Tout à l'heure, Salomé, vous avez fait un petit peu allusion à votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous en êtes arrivée à tout ça en tant qu'amatrice d'art? J'ai toujours été plongée dans l'art étant toute petite. Mes parents s'intéressent à l'art, m'ont emmenée dans tous les musées possibles. Il y avait presque, on va faire 5 musées par jour. On avait quand même été à des stades où, il y a eu de côté un peu l'art et la culture durant quelques temps, donc il y avait eu un petit too much, mais finalement je me suis l'impression que j'y revenais tout le temps, que ce soit dans l'univers de la mode, que ce soit dans mon quotidien, j'y revenais tout le temps et les moments où vraiment je me sentais bien, c'était en allant voir une exposition. Donc j'ai commencé, après mes études de marketing du luxe, j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, puis ensuite en maison de vente à l'hôtel Drouot, où là je m'occupais plutôt de la presse, mais ça m'a permis vraiment de voir comment tout le système des maisons de vente aux enchères, parce que c'est un milieu très spécifique, encore bien en dehors du musée et des galeries, donc ça m'a permis de comprendre tout le fonctionnement. Ensuite, je travaillais pour un club d'art, donc j'organisais des visites, des événements, je m'occupais de collections de clients. Donc là, ça m'a permis vraiment de me plonger dans l'art contemporain, de vraiment connaître beaucoup d'artistes, faire une vraie culture, parce qu'évidemment, j'avais pas d'études dans l'art, donc c'est compliqué d'avoir une légitimité dans ce milieu qui est quand même très fermé. Donc ça m'a permis de bien éduquer mon esprit, à l'ouverture au marché de l'art, à l'histoire de l'art. Ça a quand même été problématique pour trouver un emploi ensuite, donc je suis repartie dans des études. J'ai fait un MBA à l'ICAR, qui est une école spécialisée dans le marché de l'art. Et puis à la sortie de cette école, nous étions en mars 2020, donc évidemment pas une période très propice à la recherche d'un emploi. Ça a été dur, évidemment, durant quelques mois. Tout était fermé, le milieu de l'art d'autant plus à cause de la pandémie. Et j'ai trouvé un poste en maison de vente à la fin de l'année. Donc retour aux maisons de vente après quelques années, qui est vraiment un milieu qui fait peur aux gens, et je comprends, puisqu'on parle toujours que des gros chiffres, etc. Mais en fait, en maison de vente, on peut s'acheter des petites œuvres, la plupart de mes œuvres, je les achète en maison de vente, une fois qu'on comprend le système, et puis surtout qu'on a cassé des barrières et qu'on n'a pas peur. Ça change, et on peut y voir, même juste pour le plaisir des yeux, des chefs-d'œuvre qu'on retrouve même pas en musée. Donc ça me plaisait de revenir dans ce milieu. J'ai monté Matchouz Art en parallèle, donc je travaillais la semaine en maison de vente où j'étais spécialiste 20e et 21e, et le week-end du coup je montais Matchouz Art et je m'occupais de ça, donc c'était du 7 jours sur 7 et finalement c'était très intense durant 1 an et demi, et puis c'était compliqué parce que j'évitais de parler de Matchouz Art à mon bureau parce que je voulais pas pas que les gens confondent Salomé Monpetit qui travaillait pour la maison de vente et Matchouz Art, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc il fallait aussi que je fasse attention, donc c'est pour ça que je ne disais avant jamais, je ne montrais jamais mon visage, je ne disais jamais mon prénom et mon nom, parce que Matchouz Art n'était pas mon activité professionnelle principale et qu'il fallait pas qu'il y ait une confusion qui se passe. Donc c'était un peu dur aussi de gérer ça, puisqu'on a envie d'être fier de son projet, mais en même temps on peut pas le crier au grand jour. Et j'ai commencé à avoir des offres des offres de partenariat rémunérés l'an dernier, et je me suis dit
2022, voilà, je me lance dans la fabuleuse aventure de l'auto-entrepreneuriat Oui. et à mon compte pour Matchouz Art. Donc je continue quand même à travailler pour la maison de vente, mais pareil en démission ponctuelle pour tout ce qui est conseil en réseaux sociaux, parce que voilà, j'ai quand même développé une affection envers cette maison de vente, et puis ça me demande, voilà, pour le moment j'ai l'énergie de jongler avec tout, donc voilà, je continue à le faire. Et pour le moment, j'arrive à réunir les deux, Matchouz Art et mon poste en maison de vente. Voilà, c'est un travail conséquent, mais qui me plaît, et pour le moment, je suis pas prête à en lâcher un des deux, en tout cas certainement pas Matchouz Art, ça c'est sûr. Au départ, il y avait beaucoup de photos de dos. Et puis ensuite sont arrivées un petit peu des vidéos, des petites stories. Et là, depuis quelque temps, on aperçoit quand même votre petite bouille. Est-ce que c'est lié du coup à tout ce mouvement vers une professionnalisation, on va dire? Parce que du coup, vous avez peut-être plus de temps. Effectivement, il y a eu ça, voilà, le fait que ça me gêne moins, qu'on sache qui je suis, qu'on fasse bien, voilà, la distinction, que maintenant je sois reconnue comme créatrice de contenu. Voilà, le fait que je travaille en maison de vente, c'est même une donnée que les gens savent pas, ou je ne dis pas parce que ça n'impacte pas Matchouz Art. Donc voilà, j'ai pas à en discuter quand on m'interroge là-dessus. C'est aussi tout simplement à prendre confiance en soi aussi, les réseaux sociaux, et là typiquement. Ce matin, je crée un litige je réglais un litige suite à un commentaire sur une publication en partenariat avec Paris Musée, à savoir comment répondre à des gens qui ont la critique facile. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est savoir qu'on a des commentaires désobligeants, des messages qui sont pas toujours très agréables. Donc faut réussir à prendre une certaine distance. Donc en montrant pas mon visage, au moins je limite aussi les critiques. C'est une protection. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie, même si c'est pas l'avis d'un inconnu qui va remettre en question tout notre physique, on sait que ça reste quand même quelque chose de blessant et quelque chose qu'on va tourner dans notre tête. Donc c'était aussi prendre assez confiance en moi pour savoir que je pourrais faire face à des critiques si ça jamais on s'attaquait à mon physique. Donc voilà, c'était un ensemble de choses. C'était par rapport au boulot, par rapport à moi, prendre confiance, ne pas avoir peur. Donc ça a été un cheminement au fur et à mesure. C'est vrai que les photos resteront en majorité toujours de dos, puisque je trouve le but c'est pas qu'on se concentre sur moi. Bien sûr, c'est qu'on concentre exactement. Qu'en plus qu'on se le dise, de être satisfait d'une photo de face, il en faut beaucoup avant d'être content. Donc déjà que parfois de dos c'est compliqué, de face là je vais pas m'en sortir. Et puis le propos est vraiment de s'intéresser à la symbiose et de pas justement, j'ai pas envie d'avoir un débat de commentaires en dessous de la photo entre des critiques ou alors des compliments, tout ça. Non, le but c'est vraiment qu'on se concentre sur la symbiose. Si j'ai envie de mettre ma tête sur les réseaux, j'utilise mon compte perso et voilà. On va en arriver justement à parler des coulisses de ces photos. Le podcast s'appelle L'entrée des coulisses, ça tombe bien. Et puis c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur comment vous faites, comment vous vous organisez. C'est vrai que là il y a certaines publications qui ont montré quelques petits certaines fois les petits envers du décor ou dans la rue on vous voit mettre vos chaussures, des choses comme ça, mais quand même on se pose plein de questions sur la manière dont vous procédez, le choix du musée, le choix de l'artiste, de l'œuvre, le choix des vêtements, de la photo, du tournage. Racontez-nous. Oui, effectivement, je pense que les gens s'imaginent pas forcément toute la logistique qu'il peut y avoir. Donc dans un premier lieu, c'est vrai que je vais d'abord regarder sur les réseaux, sur le site, des galeries, musées, maisons de vente, tout lieu culturel confondu, repérer une œuvre, qui peut, soit que j'apprécie, soit je sais qui va être, accessible en termes de match aussi. C'est rare que je mette des choses trop sombres, que je sais que c'est pas forcément ce qui fonctionne. Donc c'est aussi penser par le prisme de ce qui va aussi plaire, ce que j'ai envie de mettre en avant. Ensuite, je me déplace toujours. Avant, je le faisais pas automatiquement, mais j'ai eu beaucoup de déconvenues où l'œuvre soit était plus visible, soit était dans un coin, soit le bureau était devant, soit était vendu ou quoi que ce soit. Donc, je préfère maintenant me déplacer. Et moi, ça me permet de voir aussi comment est la luminosité, puisque parfois, ça peut être une catastrophe. Ou même les gens, parfois, ont mis une photo, mais il y a tellement de retouches qu'au final, la subtilité de couleur est parfois vraiment différente. Donc je préfère me déplacer, quitte à me présenter aussi aux personnes qui travaillent pour bien dire ce que je fais, que je risque de passer si ça pose problème. Je le faisais pas automatiquement avant, mais
maintenant que les gens savent qui je suis, je trouve que voilà, c'est mieux que... c'est sûr que ça prend plus de temps du coup, puisque généralement sur le moment, les gens ensuite ont envie de parler, etc. Et voilà, je peux plus faire la photo en 5 minutes et vite partir. C'est ça. Donc ensuite, voilà, je rentre une fois que j'ai repéré l'œuvre. Puis après, s'ensuit effectivement toute la recherche de vêtements. Parfois c'est très rapide, parfois ça peut être très très long, et ce qu'on s'imagine parfois être facile en fait est très compliqué. Trouver finalement les tableaux monochromes, où là je sais que j'ai posté une photo demain qui voilà, c'est juste 2 couleurs, mais en fait trouver la nuance parfaite et beaucoup, parce qu'effectivement on se concentre quand il y a peu de couleurs que sur la symbiose des couleurs. Quand c'est des motifs où il y a plein de couleurs, si c'est pas exactement pareil, en soi c'est l'ensemble qui va compter. Donc ce qu'on s'imagine être simple, je pense non, finalement beaucoup plus de difficultés. Mais du coup, vous les trouvez où alors ces vêtements? Est-ce que vous les chinez dans vos placards? Est-ce que vous partez en virée shopping? Est-ce que maintenant on vous prête des vêtements? Oui, bah il y a un peu des trois. C'est vrai qu'au départ c'était mon dressing, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça n'a plus suffi. J'ai beau avoir beaucoup de vêtements, non, ça n'a plus suffi. Donc ensuite effectivement j'ai développé des partenariats avec des amis qui ont des marques, ou alors des marques effectivement qui sont venues me solliciter, ou effectivement sur des sites internet multimarques avec qui tous les mois ils savent j'ai un budget que je peux utiliser. On essaye au maximum de réduire tout ça. C'est souvent soit des vêtements de seconde main, soit des vêtements qui avaient un défaut, donc les marques ne pouvaient pas les vendre, soit des anciennes collections d'il y a pas mal d'années. Mais oui, effectivement, c'est une grande logistique, et non, je ne garde pas les vêtements. Ça m'arrive de regarder. On me pose souvent la question, ça m'arrive parfois, une pièce que j'adore, je vais la garder. Mais c'est vrai qu'en majorité, non. Sinon, ma Fusard serait vraiment déficitaire si je gardais les vêtements pour le coup. Puis il faudra un dressing immense. C'est ça. J'ai déjà une pièce consacrée aux vêtements. J'ai de la chance dans un appartement parisien, donc faut pas abuser. On va peut-être prendre un garde-meuble pour les vêtements. D'accord, donc il y a donc ce premier repérage dans le musée. Vous essayez donc de trouver l'œuvre qui pourrait donc convenir, on va dire. Ensuite, cette recherche de tenue où vous dites que c'est plus ou moins long. Est-ce qu'il y a eu vraiment des fois où vous n'avez pas réussi à trouver la fameuse tenue? Il y a des fois où j'ai préféré mettre de côté parce que je mettais trop longtemps. Et généralement, c'est quelques mois plus tard que je tombe sur le vêtement qui aurait été parfait, mais l'expo est terminée. Donc, de toute façon, il faut parfois faire une raison quand je vois que c'est trop complexe. Évidemment, quand c'est des partenariats rémunérés avec des musées, notamment celui que j'ai en ce moment avec le musée d'art moderne et les œuvres d'Oskar Kokoschka, au départ, je me suis dit, ça va être très compliqué. Oskar Kokoschka, on n'est quand même pas sur la facilité. J'avais vraiment 10 œuvres. Je pouvais choisir que dans 10 œuvres parce que les autres étaient protégées par les droits. Mais finalement, ça a été d'une facilité déconcertante. Donc, c'est vraiment assez paradoxal. Et là, de toute façon, j'avais pas le choix de trouver. C'était un partenariat rémunéré. Mais c'est vrai que quand c'est moi qui décide et que j'y arrive pas, je me dis, il vaut mieux que je me concentre sur autre chose. Plutôt que d'y perdre trop de temps, ça sert à rien. Parfois, il faut se faire une raison, et parfois c'est l'inverse. Je repère une tenue, je sais pertinemment quelle œuvre de quel artiste irait parfaitement, sauf que l'œuvre à ce moment-là, il n'y a pas d'expo. et quand elle est visible, le vêtement n'est plus en ligne. Comme ça, il faut parfois ça ne matche pas du coup. Exactement. Parfois c'est faut abandonner. Et ensuite, après toute cette logistique, il faut effectivement se déplacer, faire la production. Donc, quand c'est de la production rémunérée, généralement, j'ai de la chance, j'ai les plages horaires dispo pour moi dans les lieux. Mais c'est vrai que quand je fais ça pour le plaisir, parce que je continue évidemment à en faire pour le plaisir, de manière à ce que les gens se disent que c'est aussi, que je décide quand même aussi des publications. Là, on a vu les coulisses. Je suis avec 3 sacs sous chaque bras, parce qu'on peut pas se permettre avec mon compagnon et associé de faire des matchs tous les jours. Donc, on essaie de tout concentrer en une matinée ou une journée si vraiment il faut. Donc, on court dans tout Paris, avec les sacs. Faut aussi changer. D'un musée à l'autre, vous courez musée à l'autre, d'une galerie à l'autre. On prend tout parce qu'on n'a pas le temps de repasser à la maison. Bien sûr. Souvent, évidemment, c'est dans des housses de vêtements. Et si on fait attention, même si les chaussures sont pas forcément très élaborées, mais les paires de chaussures sont toujours plus ou moins assorties à l'œuvre. Donc, il faut aussi avoir toutes les paires de chaussures. Donc, ça prend de la place facilement. Qu'en plus, en plein hiver, encore l'été, on se dit, plein hiver, on a le manteau, l'écharpe, les gants, parce qu'il fait un froid de canard. Qu'en plus, il faut que je me change dans un froid parfois polaire, puisque j'ai pas envie d'embêter toutes les galeries quand il y a des clients, leur dire est-ce que je peux prendre vos toilettes. On essaye quand même d'avoir
aussi d'avoir conscience des inconvénients de cette profession. Donc je vais me changer dans la rue derrière une plante, de me débrouiller. et c'est vrai que parfois ça donne. Et puis généralement, comme on fait ça rapidement, on le fait très mal, donc on se coince le bras dans la manche, alors que vaut mieux parfois respirer. Mais évidemment, il y a le stress que quelqu'un nous voit, la tête pointée, en sous-vêtements dans la rue. Il y a des scènes qu'on n'a pas envie de vivre. Et généralement, ça arrive toujours au moment où il y a un bus scolaire, des enfants qui arrivent. Alors, ça ne tombe jamais au mauvais moment. Je me suis fait une raison sur cette malchance totale. Et c'est vrai qu'on essaye de parfois filmer ça, que les gens réalisent que c'est très drôle après. Sur le moment, on en rigole. Mais c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on va jamais arriver à la fin du périple de match. Et puis voilà, ça a été avec les sacs, voir les poser dans les galeries, on demande à les poser derrière. Et puis c'est avoir conscience qu'il y a des gens aussi quand les photos sont pas organisées. Le but, il faut pas gêner le public. Donc évidemment, s'il y a des gens qui ont envie de rester 10 minutes devant une œuvre d'art, j'attends 10 minutes en grelottant dans ma robe bretelle par -10. Parce que j'ai pas envie, les gens ont le droit de regarder en toute tranquillité sans que je sois devant l'œuvre. Donc c'est beaucoup de logistique. Et du coup, c'est quoi la réaction des publics dans ces cas-là? Parce qu'il y a un moment, vous devez faire la photo ou la petite vidéo. Quel regard ils portent là-dessus? Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, donc avant pandémie, honnêtement, c'était très dur. C'était souvent des critiques. Alors qu'en fait, ça dure vraiment pas longtemps. C'est généralement, plus je vais vraiment à l'ouverture en fin de journée ou à l'heure de déjeuner. J'essaye de pas aller dans les musées ou les galeries au moment où c'est le rush. Et en plus, j'attends un maximum. Dès que je vois que j'ai 10 secondes de fenêtre de tir, j'y vais. Et effectivement, j'ai déjà eu des réflexions qui étaient pas très sympathiques, ou alors des gens qui voyaient que j'attendais et du coup restaient devant l'œuvre, ou les gens, et je le vois parfois dans la rue quand on veut prendre des photos et que les gens passent devant, on se dit il y a juste à passer derrière en fait. Voilà, il y avait, c'était parfois difficile. Maintenant, beaucoup moins. Alors je sais pas si la pandémie a changé parce que les gens peut-être traînaient beaucoup sur les réseaux et il y a eu, peut-être, je sais pas si les mentalités ont évolué, j'en sais rien, mais maintenant beaucoup de bienveillance. Et c'est de plus en plus bienveillant où les gens en maison de vente, c'est arrivé où c'est le directeur de la maison de vente qui m'a dit mais parce que c'est marrant quand même que vous soyez habillés pareil. Du coup évidemment j'en profite pour expliquer. Et il y avait des personnes à côté, des personnes âgées qui avaient même pas Instagram, mais qui ont trouvé ça très amusant, très sympa. Vous avez déjà rencontré des fans quand même, des gens qui suivent votre et qui juste complètement, qui viennent le voir en disant mais vous êtes Matchouzard, c'est hyper mignon parce que je les vois je me doute, parce que je vois dans mon champ de vision qu'ils discutent, je les vois qui hésitent, alors que c'est toujours marrant. Et bien évidemment que je refuse jamais, dans la mesure où ensuite les photos sont publiques, je refuse jamais quand ils veulent prendre des photos. J'ai plus de mal quand je vois que les gens essayent de faire semblant qu'ils prennent pas la photo et baissent le portable. Alors je me dis mais vous doutez bien que si je fais ça, ça va être public, donc il n'y a aucun problème. Quand bien même ce serait pour envoyer dans un groupe WhatsApp et se moquer de moi ou dire c'est devenu quoi la jeunesse de nos jours. Bon, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout. Honnêtement, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, tant que ça reste privé et que c'est pas de la critique gratuite sur les réseaux comme on peut voir parfois, on aime, on n'aime pas. Mais je considère que si on n'aime pas, on passe son chemin. Voilà. Et donc après, il y a tout le travail de production, du coup. Et donc évidemment, il faut faire sur place, faire la photo, checker que la photo est bien sur le moment, puisqu'il y a rien de pire que de rentrer et de se dire non, c'est pas terrible, c'était pas droit, etc. Donc ensuite, évidemment, rentrer, généralement, il y a quand même pas mal de prises de vue sur une photo. Parfois, c'est juste un petit changement, la main va changer, c'est rien, mais visuellement, esthétiquement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une certaine différence. Donc ensuite, évidemment, choisir la meilleure photo, retoucher la photo. Donc évidemment que plutôt ce qui est luminosité en maison de vente, la lumière elle est assez atroce. Si on prend une photo qu'on n'a pas le parapluie, etc., je peux pas me venir avec tout le matériel de photographe pro. Donc retirer le cartel ou la petite aspérité qu'il peut y avoir, la prise, c'est retirer des petits détails. C'est rien de dramatique, mais c'est vrai que nécessairement ça prend du temps. Oui, bien sûr. Il faut que tout soit parfait. Ensuite retoucher la photo, la charger de manière à ce que ce soit en meilleure qualité possible. Puis vient toute la rédaction, donc la recherche, la lecture des interviews, recouper toutes les informations, s'assurer qu'on dit la bonne information, ne pas se tromper. Évidemment, l'erreur est humaine, on peut tout à fait faire une erreur sur une date ou quoi que ce soit,
Mais effectivement, je vais lire énormément d'interviews ou de biographies pour être sûr d'avoir décortiquer la bonne information, répondre tout de suite aux commentaires, rebondir, remercier les gens, répondre aux messages. Parce qu'au final, les gens, même si on n'est pas le propriétaire de l'œuvre, ni on n'est pas la grille, on n'est pas le musée, et ils nous demandent les informations. Ah, mais c'est ouvert quel jour? Et puis c'est jusqu'à quand? Oui. Et évidemment, et je vais pas dire aux gens, vous avez qu'à aller sur le site internet, bien sûr que non. Ils se sentent plus à l'aise de le demander à moi que. Voilà. C'est aussi savoir entretenir aussi une communauté, être toujours réactif et avoir conscience que on n'est rien sans cette communauté et que c'est normal, de remercier même avec un petit smiley, même. Ne serait-ce que montrer qu'on a lu le commentaire et qu'on l'apprécie. Donc c'est vrai que c'est un travail, du début de repérage de l'œuvre jusqu'à effectivement les réactions à la publication. C'est assez long finalement quand on réfléchit. C'est pas un one shot. On prend la photo et on poste le soir. Donc Salomé, en fait, notre conversation va inaugurer un bonus vidéo dans ce podcast, l'entrée des coulisses. Oh, la gaffe. En fait, c'est le bonus surprise que j'étais censée vous annoncer en fin d'épisode. Bon, voilà, ça c'est fait. C'est-à-dire que les auditeurs, les auditrices vont pouvoir prolonger cette thématique dont nous avons parlé sur la chaîne YouTube de la compagnie La Danse des mots, qui produit donc ce podcast, et ils vont pouvoir y retrouver non pas nos bouilles, mais un mini reportage sur le monde, les relations entre la mode et l'art contemporain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça, vous qui avez un regard quand même là-dessus? Oui, effectivement, je trouve qu'avant, il y avait une vraie symbiose entre les artistes et les créateurs de mode, et je trouve que le travail d'un directeur artistique, que ce soit Yves Saint Laurent, ou je prendrais plus en exemple Elsa Schiaparelli, qui a vraiment travaillé très conjointement avec les artistes, que ce soit pour la production de bouteilles de parfum, avec des artistes femmes comme Léonore Pini, ou en tout cas, ou alors pour d'autres créations de bijoux avec Cocteau. Il y avait une vraie discussion et les deux milieux se rejoignaient. Effectivement, les directeurs artistiques s'expriment à la manière des artistes, mais sur des vêtements. La démarche reste la même, c'est une démarche de création, et je trouve que ça se rejoint très bien. Ça s'est un peu perdu, je trouve, avec les années. Il y a vraiment une scission entre les deux. On a moins vu de collaboration, ou en tout cas, on en parle beaucoup moins, parce qu'il y en a toujours. Mais aussi, je comprends cette barrière d'accessibilité, aussi en termes de niveau, de prix. C'est compliqué de s'offrir un suite avec juste le logo d'un artiste à 600 €. C'est pas à la portée de tout le monde, et je l'entends. On essaye, mais on n'en parle pas trop. Et effectivement, d'autres marques ont pris un autre parti, comme The Couples, où là, dernièrement, j'ai vu ça avec Sisley. Pas forcément de faire des collaborations dans le sens où ils reprennent les motifs et ils créent des vêtements, mais ils créent des prix pour soutenir la création artistique, pour montrer et c'est pas comme un Pinault ou Arnaud qui crée sa fondation. Là, c'est vraiment dans une démarche on croit à l'art de ces personnes, on leur laisse un espace dans notre flagship qui attire du monde. On ouvre l'art à des gens qui n'oseraient pas pousser la porte d'une galerie, et on soutient la création de ces artistes. Donc effectivement, il y a beaucoup de biais qui sont possibles par l'univers de la mode, qui effectivement fait moins peur que l'univers, que le monde de l'art. C'est pas quelque chose dont un artiste doit rougir. Inversement, un directeur artistique, ça veut pas dire que l'un vend son art au diable, entre guillemets, et que l'autre n'a pas assez d'inspiration pour produire. Non, c'est juste la symbiose de deux créateurs, ces deux milieux qui font sens à être réunis. C'est bon pour moi, on a échappé à la perceuse, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi. Voilà. À un moment, je n'ai pas échappé à mes chats, je pense qu'on a dû les entendre. Pour une fois, normalement elle démarque toujours, mais là on est prostré, le voyage a été éprouvant, je crois, donc on dort. Très bien. Merci encore beaucoup Salomé, merci beaucoup, et puis très belle continuation et très très beau succès pour Match with Art. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Ciao. Je vous invite vraiment à découvrir le compte Instagram de Salomé. Vous allez voir, non seulement il est très beau, très esthétique, mais on apprend plein de choses sur l'art contemporain. Mais tout de suite, grâce à Marion Lorgnay de Théâtre en 1001 lieux, partons à la découverte d'une facette méconnue du grand Léonard de Vinci, le concepteur de scénographie. C'est parti. Aujourd'hui, dans ma rubrique, j'avais envie de vous parler d'un artiste.
Et quand je dis un artiste, en réalité, je suis bien loin du compte. Car le personnage dont je veux vous parler aujourd'hui est à la fois scientifique, ingénieur, inventeur, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Et oui, la personne dont je veux vous parler aujourd'hui est le célèbre Léonard de Vinci, né en Italie en 1452, plus précisément en Toscane, et mort chez nous en France à Amboise en 1519. Évidemment, Léonard de Vinci est ultra connu, notamment pour avoir peint la Joconde, l'un des tableaux les plus vus au monde. On connaît également Léonard de Vinci pour ses nombreuses machines, ses dessins, ses créations, et aussi son rêve le plus fou, celui de voler. Mais aujourd'hui, c'est un Léonard de Vinci plus secret dont je vais vous parler. Je vais vous parler du Léonard de Vinci artiste, le metteur en scène, le créateur de spectacles et de décors. Allez, c'est parti, je vous emmène. Léonard est un grand amateur de comédie et de poésie burlesque. Il aime le théâtre, la fête, le divertissement et les automates. Il va d'abord prendre part à l'élaboration de plusieurs décors de théâtre et de spectacle, d'abord pour des commanditaires, comme par exemple Laurent de Médicis à Florence, ou encore François Ier, pour lequel il va dessiner les plans d'un lion mécanique géant. La première œuvre de Léonard fut donnée dans le cadre de festivités d'un mariage de deux jeunes gens. Donnée en janvier 1490, la Festa del Paradiso constitue l'une des plus célèbres fêtes de la cour de son époque. Elle rassemble des ambassadeurs venus du monde entier. Cette représentation mobilise des décors énormes, sans précédent, qui vont particulièrement impressionner les téléspectateurs. Le livret, écrit par Bernardo Belliccioni, mentionne explicitement le nom de Léonard de Vinci. Léonard réutilise pour la première fois depuis l'Antiquité un rideau de scène qui dissimule le décor. Une demi-sphère qui représente le ciel, elle-même éclairée par des lanternes de verre à double enveloppe qui sont remplies d'eau, ce qui permet de diffuser la lumière. Une machine ascensionnelle permettait à la fausse Mercure de faire des allers-retours entre les deux niveaux de la scène. La deuxième œuvre de Léonard de Vinci ne nous est pas vraiment parvenue, sauf à travers une lettre écrite par la famille Sforza. La troisième œuvre, quant à elle, est un spectacle lyrique, qui marque presque le début de l'opéra, en ce sens qu'il est précédé d'un banquet puis d'un bal. La première représentation a lieu le 31 janvier 1496. Là encore, le livret fait clairement allusion à Léonard de Vinci, qui a composé cette fois un impressionnant dispositif scénique à 3 niveaux, la terre, le ciel et l'Olympe. L'orchestre est cette fois-ci dissimulé derrière la scène, et les autres percussionnistes sont répartis sur le premier et le 3e niveau. C'est à Florence, encore en formation chez les Verrocchio, vous excuserez mon accent italien qui n'est pas terrible, que Léonard de Vinci a eu l'occasion de voir des spectacles religieux, avec des effets spéciaux constituant à faire tourner des anges dans le ciel et simuler l'ascension de la Vierge Marie. À Milan, il décide à son tour d'inventer des scénographies complexes à base de machinerie qu'il va lui-même inventer. À l'occasion d'une fête du paradis, il a eu l'idée d'ouvrir la scène en forme de demi-œuf sur un plateau tournant où descendaient les planètes qui venaient s'incliner devant Jupiter. Plus tard, lors d'une mise en scène de la Danée, une nymphe séduite par Jupiter et qui se transforme en pluie d'or, Léonard va gérer l'apparition et la disparition par des systèmes de poulies et de contrepoids, donnant ainsi l'impression que les planètes descendent véritablement du ciel. En 506, cette fois au service de Charles d'Amboise, le gouverneur du duc de Milan, Léonard de Vinci va monter un opéra, à partir d'un texte de Policien, sur le personnage d'Orphée qui allait chercher sa belle disparue jusqu'à chez les damnés. Une montagne de carton plate s'entr'ouvrait sur les enfers, avec un grand effet pyrotechnique et une musique assourdissante. Pour la famille Sforza, Louis XII et François Ier, Léonard de Vinci ne va pas seulement dessiner les décors de fête en plein air, ni faire la scénographie. Il va aussi s'occuper des costumes et des décors des armures.
Ainsi, en janvier 1491, il participe à la mise en scène d'un tournoi d'hommes sauvages où Sanseverino conduit un cortège dont l'ingénieur a élaboré les tenues les plus extravagantes. Les casques de son mécène sont ornés d'un serpent ailé et le cheval est recouvert d'écailles d'or. Léonard grime aussi les chevaux pour les transformer en animaux de légende. Bref, vous l'aurez compris, Léonard de Vinci aimait les spectacles, le théâtre et les fêtes. Et grâce à ses inventions, de nombreuses pièces de théâtre vont pouvoir se tenir, que ce soit en Italie ou chez nous en France. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de Léonard de Vinci, metteur en scène. Et voilà, nous arrivons au bout de cet épisode. Vous l'avez entendu, le bonus surprise, c'est que vous pouvez prolonger votre expérience sur notre chaîne YouTube. Le lien est en barre de description. Dans cette vidéo de 5 minutes, je vous présente les dialogues les plus marquants entre le monde de l'art contemporain et le monde de la mode. Et sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast en formule audio comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez autour de vous des personnes susceptibles d'être intéressées et cela nous aidera beaucoup. Allez-y, on referme les coulisses.